Bon ben, bonsoir, c'est la dernière séance. J'espère que ça vous réjouit. J'avais terminé le cours du 6 sur cette diapositive, je crois, qui soulevait la question de la stabilité et de la pérennité de l'information génétique au cours de la neurogénèse, adulte ou non d'ailleurs, vous verrez. Et sur la possibilité que cette variabilité, qui est introduite, comme on l'a vu et comme on va continuer de le voir aujourd'hui, sur les insertions de rétrotransposons, puisse servir de base à une sélection de cellules, une sélection quasiment darwinienne, malgré l'abus de langage que cela représente de parler de sélection darwinienne au niveau cellulaire. Mais darwinien étant devenu synonyme de sélectif, j'utiliserai quand même cet abus de langage. Donc, comme vous en souvenez, au cours du développement, mais aussi chez l'adulte, en particulier au niveau de l'hippocampe, au moment où les cellules sont formées, vous avez la transposition de rétrotransposons. Il y a chez Sapiens, j'y reviendrai, une centaine de rétrotransposons extrêmement actifs, mais chez la souris, il y en a plus de 3000. Ce qui veut dire que vous générez une diversité génétique dans vos cellules nouveau-nées, et vous avez une sélection de ces cellules, puisque chez l'adulte, en tout cas, c'est une très grande majorité des cellules qui meurent avant d'avoir été incorporées dans les réseaux de neurones et qui continuent de mourir, d'ailleurs, après avoir été incorporées dans ces réseaux. D'ailleurs, au cours du développement, c'est aussi le cas, puisque, comme vous le savez, nous avons entre 20 et 80% des cellules, selon les régions, qui meurent, des cellules, je veux dire des neurones, qui meurent au cours de la différenciation. Ce qui veut dire que même si vous prenez deux jumeaux totalement homozygotes, eh bien, du point de vue de leur système nerveux, et peut-être pas uniquement du point de vue de leur système nerveux, vous développez des individus qui sont différents, évidemment, et qui se différencient, qui se individuisent, dualisent au cours de la vie, en raison justement de cette neurogénèse adulte qui donne lieu à ces modifications génétiques dans les neurones. Je ne parle pas évidemment des multiples accidents, cassures de génome, réparation et autres joyeusetés. Donc, si vous vous rappelez toujours le cours dernier, vous rappellerez que les cellules qui ont été utilisées pour beaucoup de ces travaux sont des cellules qui ont incorporé un rétrotransposon humain. Voilà ici un rétrotransposon humain. Vous pouvez voir par exemple que donc, la GFP, qui est coupée par un intron, je vous rappelle, est insérée dans le sens inverse dans cette séquence codante du rétrotransposon. Et donc, quand il est transcrit, il faut que le splice se produise. Et ensuite, c'est la rétrotranscription au niveau de l'ADN qui permet de mettre le vecteur dans un sens qui est un sens lisible. C'est-à-dire que l'information ne peut pas s'échapper d'une transcription illégitime du rétrotransposon. Il faut vraiment qu'il y ait eu un acte de rétrotransposition. Et du fait que ce rétrotransposon humain était utilisé dans la souris et donc était incorporé dans la souris par des électroporations, donc il ne soit pas inséré dans un contexte qui soit un contexte physiologique, tout ça est extraordinairement artificiel. Du fait donc de cette question-là, on ne peut pas formellement dire que cette rétrotransposition touche aussi l'humain, de façon générale. C'est un rétrotransposon humain, mais on travaille là chez la souris. Donc on aurait pu en effet imaginer, et ce n'est pas totalement idiot de l'imaginer, que Sapiens aurait pu inventer une forme de stabilisation génétique qui lui serait spécifique. D'ailleurs, ce n'est pas forcément impossible, puisque je vous ai dit qu'il y avait 3000 rétrotransposons chauds chez la souris, quand il y en a entre 50 et 100 chez l'homme, bien qu'on soit beaucoup plus gros. Ça dépend des souris. Voilà. Donc, en plus, l'article publié par Koufal, celui-là, là, je crois, non, c'est le suivant, ça c'est Motrui. L'article de Koufal, qui est celui-là, essaye de répondre à cette question, c'est un article de 2009, et en fait, il démontre qu'il n'en est rien, et que, de ce point de vue, comme de beaucoup d'autres d'ailleurs, nous ne faisons pas exception à la règle.
Donc là, il s'agit, c'est d'évidence, d'expériences in vitro. Ça n'a pas été fait dans l'homme directement. Il faudra attendre pour ça. Et dans leur introduction, les auteurs soulignent que le système nerveux humain, c'est vrai, est complexe. Ça ne veut rien dire, mais ça veut dire que c'est compliqué et qu'on ne sait pas très bien. Quand les gens disent complexe, il faut se méfier. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il contient 10 puissance 15 synapses, c'est-à-dire 1 million de milliards de synapses. On est habitué aux milliards de dollars et d'euros, mais 1 million de milliards, même les traders n'ont pas l'air sérieux à côté. Et ces synapses impliquent différents types de neurones, comme vous le savez, mais aussi, et on l'a vu un petit peu cette année, des cellules non neuronales, des astrocytes, et peut-être même des macrophages. En tout cas, on commence à le penser, ce qui ajoute évidemment à la complexité. Et ces synapses sont non seulement construites au cours du développement, mais elles sont influencées dans leur force et peut-être aussi dans leur géométrie par l'environnement. Donc tout ça n'est pas extraordinairement clairement compris à ce jour, mais ce qui est compris, c'est que c'est un ensemble extraordinairement compliqué et mal connu en fait des biologistes. Alors les cellules neurales progénitrices, NPC pour Neural Progenitor Cells, quand on prend la nomenclature anglo-saxonne, donnent naissance, je le rappelle, aux neurones, aux astrocytes et aux oligodendrocytes, qui sont les 3 dérivés neuroectodermiques. Et la question qui nous intéresse aujourd'hui est de savoir si ces NPC humaines subissent aussi la rétrotransposition. Alors, pour essayer de savoir s'il en était ainsi, les chercheurs ont utilisé le vecteur dont je vous ai déjà parlé, que je viens de vous redécrire, avec cette GFP, Enhanced GFP, qui est plus fluorescente encore que la GFP, et donc ce vecteur-là. Et ils l'ont transfecté dans des cellules souches fétales humaines. Donc vous pouvez prendre des cellules souches fétales humaines, qui est un produit évidemment d'abortion, et puis vous pouvez faxer vos cellules, purifier certains types de cellules sur la base de l'expression de facteurs de surface, et faire des neurosphères, c'est-à-dire mettre ces cellules en culture et les laisser pousser pour développer des petites boules de progéniteurs, en fait, qui flottent dans le milieu en général, et puis transfecter leur rétrotransposon avec ce gène. Et quand on fait ça, évidemment, eh bien, certaines cellules se mettent à exprimer la GFP, et ces cellules peuvent être purifiées par fax, c'est-à-dire par une purification qui est liée à l'expression de la fluorescence à l'aide d'un laser. Donc, sur cette même diapositive, vous pouvez voir ici par exemple, 3 lignées, 3, 4, 5, qui ont incorporé le rétrotransposon à la hauteur de 1243 paires de bases et qui ont aussi excisé et réintégré le gène de ce gène-là. Donc vous pouvez voir ici l'expression le fait qu'il y a eu un élément de rétrotransposition. Donc ça marche bien. Ça marche bien, mais ça marche mal, pour la bonne raison que les taux de réussite sont extrêmement faibles. Dans ce cas-là, par exemple, on constate qu'il y a entre 8 et 12 cellules sur 100 000 qui expriment ce rétrotransposon. Et puis, aussi, ce qui est assez clair, je crois, c'est que cette rétrotransposition est spécifique des neurones, c'est-à-dire que vous ne la voyez pas dans des cellules qui ne sont pas des cellules neuronales. Par exemple, ici, il y a des fibroblastes. Vous voyez qu'il ne se passe rien dans le fibroblast. Et dans l'astrocyte, il ne se passe rien non plus. Donc, c'est vraiment un truc qui est un événement neuronal, ce qui est intéressant parce que ce sont les cellules qui se transforment en neurones qui sont ciblées les premières dans ce système, qui de nouveau est un système artificiel, vous vous rendez bien compte, puisque vous avez transfecté, c'est-à-dire que vous avez mis le transposon dans une région X que vous ne contrôlez absolument pas. Donc, ces cellules qui sont marquées donc, à l'EGFP après rétrotransposition ont été identifiées. Donc, et là, vous allez voir un tout petit peu, vous n'allez pas le voir parce que je n'ai pas envie de dire du mal des gens qui font des photos. Vous savez que ce n'est pas du tout mon genre. Mais ils ont essayé d'identifier ces cellules
Et alors, vous voyez que celles qui sont GFP donc, sont les vertes. Et puis, de dire, est-ce que ce sont des cellules progénitrices? Est-ce qu'elles expriment SOX2, par exemple, en bleu? Ou est-ce qu'elles expriment la nestine? Et moi, je dois dire que quand je compare le vert au bleu et au rouge, je ne vois quasiment pas de superposition. De même que là, quand je compare MAP2, qui est un marqueur neuronal, à la GFP, honnêtement, je ne vois pas vraiment. Ce sera dans mon laboratoire, je dirais que ce n'est pas colocalisé. Je ne sais pas ce qu'en pensent les gens du laboratoire, mais si je leur disais, ils penseraient que je pousse le résultat peut-être un petit peu. Donc, je vous envoie, comme je suis de mauvaise foi avec les images, je vous renvoie au papier, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de la rétrotransposition et que c'est dans des cellules neurales. Quel type de cellules neurales sur ces images-là, moi je ne suis pas capable de le dire, honnêtement. Donc pour ce qui est de cet article, je passe à une partie qui est probablement plus intéressante, donc au fond on s'en fiche un peu ça, qui est la question des méthylations de l'ADN. Et je vais la traiter de façon un peu indépendante, quitte à revenir plus tard sur ce papier. Donc cette question est cruciale, la question qui me semble la plus cruciale à ce stade du cours, ce stade ultime, est celle de la mesure réelle de l'activité de transposition dans des cellules humaines. Parce qu'en effet, même si les cellules souches, telles qu'elles sont ici, sont très utiles pour suivre l'activité de ce rétrotransposon L1, elles ne sont d'abord que pour cette seule activité. Alors, il y en a 50 à 100 autres, hein, on l'a bien dit, chez l'homme, 3000 chez la souris. Et nous sommes ici embêtés par le biais que L1 est transfecté artificiellement et donc inséré dans un contexte qui n'est certainement pas le contexte physiologique. Et donc ce rétrotransposon, là où il est inséré, va échapper, à toutes les chances d'échapper, à régulation normale, donc physiologique. En comparaison, on doit réaliser que l'expression des 50 à 100 rétrotransposons normaux, eux, est forcément modifiée par la conformation de la chromatine, hein, laquelle, nous savons, est elle-même modifiée par les modifications épigénétiques dont nous avons si souvent parlé, en particulier les méthylations et acétylations des histones et les méthylations de l'ADN. Donc, pour aborder, je vais assez vite, parce qu'on m'a demandé de répondre à une question à laquelle je répondrai à la fin du cours si j'ai le temps. Sinon, il faudrait que vous restiez un petit peu plus longtemps, mais je ne pense pas que ça vous amuse de rester plus longtemps. Donc, les auteurs ont développé une technique de PCR dite multiplex, qui consiste à utiliser des mélanges d'amorces pour amplifier en même temps différents fragments d'ADN qui sont présents dans le tube. Et avec ces techniques d'enrichissement multiplex, eh bien, on peut avoir une connaissance de l'activité de rétrotransposition générale et endogène dans un cerveau humain et la comparer à celle d'autres tissus. Alors, cette mesure repose sur le principe extrêmement simple que le nombre de séquences L1 est proportionnel à l'activité de rétrotransposition. En effet, plus vous aurez de rétrotransposition, c'est-à-dire ici votre transposon qui sort, qui est transcrit, vous avez ici donc la formation de ces complexes réintégration, rétrotransposition et insertion, plus vous aurez de cycles de ce type, évidemment, plus vous aurez de séquences rouges, donc plus vous aurez une amplification de votre rétrotransposition. Donc cette mesure du nombre d'éléments qui sont présents ici est une mesure, d'une certaine façon, de l'activité de rétrotransposition dans votre génome. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé alors chez un post-mortem, hein, bien entendu, ils ont préparé à partir de l'hippocampe, du cervelet, du foie et du cœur, vous voyez, hippocampe, cervelet, foie et cœur d'un même individu, ils ont préparé de l'ADN, et puis ils ont observé, la première chose qui n'est pas possible, ils ont observé que tous les individus n'étaient pas égaux du point de vue de la rétrotransposition. Si vous prenez deux personnes, elles n'ont pas le même niveau d'insertion des rétrotransposons, ni le même nombre de rétrotransposons.
Donc, il y a certains individus qui ont des différences très marquées entre les tissus en particulier, et d'autres qui ont des différences moyennement marquées entre les tissus. Donc, c'est une analyse qui a été, pour ce qui est de l'intérieur du système nerveux, étendue à toutes sortes de régions, en particulier le gyrus denté, au niveau de l'hippocampe. Maintenant, vous êtes des spécialistes du gyrus denté. Pas dentelé, je me suis fait reprendre par une collègue. Prochainement, on ne dit pas dentelé, on dit denté. Bon, bah, je fais souvent des erreurs comme ça, c'est dyslexie. Donc, dans le gyrus denté, dans CA1, dans CA3, dans le cortex frontal, enfin vous savez lire aussi bien que moi, dans la zone subventriculaire, dans le noyau caudé, dans le pons, tronc cérébral donc, cervelet, moelle épinière, cœur, foie, etc. Donc vous voyez que les niveaux d'expression de la rétrotransposition n'est pas la même partout, et là on le fait en mesurant, si vous voulez, au RF2. Hein. Le RF2, c'est un des open reading frames de ce rétrotransposon, des rétrotransposons, et en l'occurrence, celui-là, il encode une reverse transcriptase et une autre enzyme dont j'ai oublié le nom. Ce n'est pas le problème. Donc, quand on fait ça, on peut voir qu'on a des modifications selon les tissus cérébraux, des niveaux de rétrotransposition. Dans le gyrus denté, il y en a quand même un paquet. Hein. Et on peut voir que on peut ramener ça, par exemple, à l'ARN5S. L'ARN5S, c'est un ARN ribosomal qui lui-même est présent sous un grand nombre de copies. Et par contre, si vous comparez les nombres de copies entre tissus d'ARN ribosomal, il n'y a pas une très grosse différence. En utilisant des marqueurs externes, on peut aller se donner une idée du nombre de copies par organe, excusez-moi, en introduisant des standards internes. Et cela permet de proposer qu'il y a à peu près 1000 fois plus de copies dans l'hippocampe que dans le cœur ou le foie. Donc vous voyez, c'est quand même une activité qui est assez cérébrale, hein, spinale aussi peut-être, mais assez cérébrale. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a des rétrotransposons, ou de la rétrotransposition aussi dans les tissus qui ne subissent pas la neurogénèse adulte. Et comme la rétrotransposition demande une prolifération, c'est-à-dire qu'on ne rétrotranspose pas en l'absence de division cellulaire, ça veut dire que c'est quelque chose qui se produit aussi au cours du développement. Ce n'est pas uniquement chez l'adulte. Donc là, c'est tous les tissus dont je vous parlais. Et, bon, ce n'est pas très, très intéressant, mais je vous parlais de cortex frontal, cortex entorhinal, tout ça. Donc vous voyez que c'est pratiquement dans toutes les régions du système nerveux qu'on a ces rétrotranspositions. Et ce que vous voyez ici, c'est que c'est une diapositive que je vous ai déjà montrée dans un cours précédent. Je crois que c'est le cours dernier ou celui d'avant, je ne me souviens plus très bien. Eh bien, vous voyez ici que ces rétrotranspositions qui sont marquées, bien entendu, par l'apparition de ces cellules vertes, hein, eh bien, vous en voyez énormément. Par exemple, ici, on reconnaît bien une cellule de Purkinje du cervelet. Ici, vous êtes dans le noyau caudé, je crois qu'ici, vous êtes dans le noyau de l'amygdale, etc. Donc, dans des tissus dont on ne pense pas aujourd'hui, hein, rappelez-vous le début du cours, dont on ne pense pas aujourd'hui qu'ils sont sujets à une forte neurogénèse chez l'adulte. Alors, ce qui veut dire que, de nouveau, il y a une très grande diversité qui se produit dans le contenu génétique d'un neurone à partir d'une séquence, je dirais, d'un œuf habituel, d'un œuf normal. Donc le développement est vraiment important. Donc ça m'amène, si vous voulez, à discuter la question. Alors la signification physiologique de cette rétrotransposition, pour l'instant, elle est tout à fait obscure. Moi, je n'ai vraiment pas. Je n'ai pas d'explication réelle. C'est un fait dont il faut tenir compte, mais à quoi ça sert, pour l'instant, c'est difficile de le dire. Vous allez voir que chez des malades, chez qui on peut imaginer que le niveau de rétrotransposition est modifié, ça peut poser de graves problèmes. Mais ça reste, vous allez le voir, chez ces malades qui sont atteints de ce qu'on appelle le syndrome de Rett, ça reste quand même une corrélation avant d'être une démonstration
d'un lien causal entre rétrotransposition et maladie. Donc, avant d'en arriver là, il faut que je revienne à la question de la structure de la chromatine et au rôle de cette structure de la chromatine dans la transposition. Et ça m'amène à décrire un article assez mauvais. Ah bah oui, il y a des bons et il y a des mauvais. Hein. Ce n'est pas toujours les bons qui sont publiés, ça il faut le savoir. Mais les mauvais d'abord ne sont pas toujours non plus. Donc ça tient à part égale. Donc c'est un article assez mauvais sur le rôle de l'activité donc, sur la rétrotransposition. Vous allez voir pourquoi je pense que cet article est un article un tout petit peu tiré par les cheveux. C'est un article qui est paru dans Hippocampus. Et vous savez que, je vous ai rappelé une fois qu'on fait de la neurogénèse en soumettant les souris ou les rats ou les sapiens à un environnement enrichi, en particulier dans l'hippocampe. Et une des formes d'enrichissement qui a été très étudiée chez la souris, c'est la course à pied. Donc, si vous prenez une souris et que vous la mettez dans une cage où il y a une roue avec des barreaux, elle court et elle fait des nouveaux neurones. C'est-à-dire qu'elle a plus de neurones dans l'hippocampe. Et si vous la mettez avec une roue, vous allez retirer les barreaux. D'abord, ce n'est pas gentil. Et ensuite, elle ne court pas et elle fait moins de neurones. Alors peut-être parce qu'elle n'est pas contente, mais ça, c'est dans ce genre de choses, il faut toujours un contrôle. Mais donc la frustration de la souris fait qu'elle fait moins de neurones. Mais en fait, c'est pas du tout. Donc il parle de cette. L'auteur parle de ce fait très connu. Hein, et je vous rappelle ici comment ça se passe. C'est à ce niveau-là, qu'on a une stabilisation des neurones. Parce que vous voyez ici, regardez que les barres noires, les barres grises, c'est dans un contexte notch déficient. Mais à partir de ce stade-là, dans les souris qui courent, il y a plus de cellules. Et vous pouvez évidemment regarder. Alors là, c'est dans cette diapositive-là, ça c'est des souris qui ne courent pas. Et ça, c'est des souris qui courent. Vous voyez qu'ils ont choisi l'image quand même. Hein. Bon, on va me prendre pour un idiot. Donc, vous voyez ici le nombre de rétrotranspositions de nouveaux neurones qui ont eu des rétrotransposons incorporés dans ces cellules-là, hein, qui ont survécu à cause de la course à pied. Le problème, et ce n'est pas au niveau de l'incorporation de thymidine, ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe, c'est très peu à ce niveau-là que ça se passe, c'est effectivement à ce niveau-là que se fait la sélection. Donc on pourrait dire que j'ai eu de la course à pied, plus de rétrotransposition, et j'ai sélectionné des neurones qui ont récupéré les rétrotranspositions. Donc que j'ai un lien, si vous voulez, entre la rétrotransposition et l'activité neurogénique. Alors je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Seulement le problème, c'est que, comme vous le savez comme moi, c'est-à-dire que quand on court, on a plus de neurones. Donc en fait, et le rapport qu'on voit ici, c'est effectivement un rapport d'environ 3 fois. Vous voyez, donc alors bon, ils disent là c'est 3 fois, puis l'incorporation de thymidine, c'est ça. En fait, on pourrait avoir plus de neurones qui ont de la rétrotransposition parce qu'on a simplement plus de neurones qui ont survécu à cause de la course à pied. Hein. Et rien ne prouve que ceux qui ont été sélectionnés sont ceux qui ont eu cet événement de rétrotransposition. Donc c'est pour ça que je pense que cet article, bon, il est amusant, mais que fondamentalement, il n'est pas d'un très haut niveau scientifique. Peut-être que je l'ai mal lu, vous pouvez y aller. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Donc, pour ça, il faut lire l'article. Donc c'est pour ça que je vous donne les références. Hein. Vous pouvez aller vérifier ce que je raconte après. Donc, sur cette diapositive, donc, je ne suis pas entièrement excité. Donc, par ailleurs, il faut savoir qu'il s'agit là encore d'un rétrotransposon humain inséré dans une souris par transgénèse, et donc c'est à la fois hétérologue sur le plan des espèces, et ce n'est pas forcément incorporé dans une région de la chromatine qui est capable de répondre à un stimulus physiologique, parce qu'on met ça n'importe où quand on fait de la transgénèse. Enfin, dans ce cas-là, hein, ce n'est pas toujours le cas. Des fois, quand on fait de la transgénèse, on le met dans un endroit qu'on aura choisi. Mais ça, ce n'est pas le cas dans cette manip-là. Donc j'aimerais revenir à des données un petit peu plus solides qui concernent la question des
modifications épigénétiques et de leur rôle dans la rétrotransposition. Donc, je vais me contenter de vous parler des méthylations d'ADN. Là, c'est encore la même histoire, c'est encore le même article. Donc, j'ai ressorti là, vous voyez, c'est un facteur non-runner, c'est un facteur 3. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose, je ne vais pas être trop négatif, puis c'est Fred Gage et je l'aime bien. Donc, les données plus solides, surtout plus intéressantes sur les régulations épigénétiques. Donc, dans ces régulations épigénétiques, je vais essentiellement me concentrer sur la méthylation des îlots-CpG. Vous savez qu'il y a des méthyltransférases qui rajoutent des résidus méthyl sur les cytidines au niveau de séquences de type CpG dans le génome. Et ce sont des séquences extrêmement importantes. Ça, c'est une diapositive que vous avez vue cette année, puis l'année dernière, donc je pense que vous la connaissez par cœur. Mais vous avez ici une DNA-méthylation, donc vous voyez ces petits points rouges, c'est la méthylation de l'ADN. Là, c'est un ADN qui est actif. Vous avez la polymérase 3 qui fait son boulot. Je crois que c'est 3. Non, je crois que c'est 3. Oui. Michel, c'est 3 ou c'est 2? Il n'est pas là, ça y est. Je suis perdu. Donc, vous avez ces méthylations, et puis vous avez une protéine qui s'appelle MESCP2, ici, qui se fixe sur les méthyls dans la chromatine. Et MESCP2 elle-même recrute des histones, qui peuvent être ou des histones méthyltransférases, et recrute aussi des histones déacétylases, que vous voyez ici en bleu. Donc tout ça finit par faire un complexe qui est un complexe répresseur. Et ce que vous voyez ici, c'est que ce complexe empêche la transcription de l'ADN. Et c'est répresseur parce que ça modifie la structure de la chromatine. Et au bout du compte, ce que vous avez, c'est une chromatine qui devient silencieuse d'un point de vue stable. Hein. Et cette chromatine est très fortement compacte. Hein. Et cette compaction peut empêcher évidemment l'insertion d'un rétrotransposon. Donc ça, c'est un effet dans un sens, c'est-à-dire que c'est la modification de la chromatine qui va aller bloquer un élément de rétrotransposition ou l'expression d'un rétrotransposon, parce que si j'ai inséré un rétrotransposon dans la région, eh bien, ce rétrotransposon qui peut avoir des îlots-CpG, si j'ai des enzymes de ce type qui se baladent, des MESCP2, eh bien, ils peuvent aller si bien se mettre sur des CpG dans le promoteur, hein, dans l'UTR 5' de mon rétrotransposon, puisque vous savez que les rétrotransposons se baladent avec leur propre promoteur. Ils n'utilisent pas les promoteurs des gènes qu'ils colonisent. Une autre influence de la méthylation sur la structure de la chromatine, c'est quand l'élément rétrotransposon qui s'est inséré dans la chromatine est lui-même méthylé. Donc il va attirer les méthyltransférases. Et il peut y avoir des événements de type envahissement de l'hétérochromatine, c'est-à-dire que les méthyltransférases vont maintenant aller méthyler des CpG qui normalement n'étaient pas au contact de méthyltransférases. C'est-à-dire que l'insertion du rétrotransposon va les rendre silencieux des gènes qui sont à proximité du site d'insertion. Donc ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que l'expression d'un rétrotransposon va évidemment dépendre de son site d'insertion, mais que l'insertion d'un rétrotransposon, en dehors du fait que ça peut casser un morceau de gène, que ça peut se mettre dans un exon, que ça peut faire toutes sortes de choses dégoûtantes, peut simplement modifier le statut épigénétique des séquences qui sont autour du site d'insertion, et donc aller modifier, si vous voulez, même si vous ne voulez pas d'ailleurs, on peut aller modifier la structure de la chromatine, et donc, évidemment, l'expression des gènes qui sont dans le voisinage. Alors, vous avez ici une diapositive que vous comprenez mieux maintenant, parce que je vous l'avais déjà montré une fois. Vous avez ici donc des fragments de chromatine qui sont prises dans des cellules nerveuses non différenciées, ici par exemple. Hein, et vous voyez que vous avez associé à votre promoteur, et vous regardez, vous descendez vos fragments d'ADN et vous amplifiez des rétrotransposons avec des séquences qui reconnaissent des rétrotransposons. Donc c'est de la PCR.
Et donc, vous voyez que si vous faites ce qu'on appelle donc de la DNA immunoprécipitation, eh bien, si vous immunoprécipitez SOX2, eh bien, vous allez immunoprécipiter un fragment de rétrotransposon d'une cellule qui n'est pas différenciée. C'est normal parce que SOX2 est un gène qui est exprimé dans les cellules progénitrices, donc dans les cellules qui ne sont pas des cellules différenciées. Et puis vous allez aussi faire la même chose avec un anti-histone déacétylase. Et ça, ce sont d'autres anticorps qui reconnaissent des histones, qui sont des histones qui répriment l'expression du rétrotransposon. Donc ça veut dire que votre rétrotransposon est probablement inactif. Et si maintenant vous induisez la différenciation de votre cellule souche en neurones, en rajoutant soit de la forscoline qui en fait mime l'AMP cyclique ou de l'acide rétinoïque, vous allez voir que vous n'allez plus précipiter votre promoteur avec SOX2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que SOX2 s'est tiré, il s'est décroché du promoteur, mais que vous allez immunoprécipiter d'autres, vous n'avez plus avoir non plus HDAC, vous n'allez plus avoir, vous allez en avoir d'autres qui sont maintenant des marqueurs de chromatine plus active. Donc ça veut dire que vous pouvez comme ça, par cette technologie, identifier l'état épigénétique de vos promoteurs en fonction de l'état de différenciation des cellules. Ouais. Alors, MESCP2, comme je disais, c'est une protéine qui se fixe sur les CPG, et en se fixant sur les CPG, au niveau des promoteurs, il peut aller modifier, vous voyez ici, en fait, l'expression de votre facteur d'insecte, de votre rétrotransposon. Donc, dans cette diapositive, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut, bien entendu, aller voir si par hasard MESCP2, donc MESCP2 c'est une protéine, c'est un gène d'abord, et comme vous le savez, c'est le gène qui est muté dans le syndrome de Rett. Donc je reviendrai dans un instant sur le syndrome de Rett. Donc afin d'identifier le rôle de MESCP2 sur l'activité de la rétrotransposition L1, les auteurs ont eu recours au même gène rapporteur avec le promoteur, et puis là vous avez la luciférase, la GFP, enfin tout type de rapporteur que vous pouvez avoir qui vous identifie, vous quantifie l'activité de votre promoteur. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est l'importance, évidemment, de la méthylation dans l'activité de L1 dans des souches neurales. Alors voilà, voici ici des cellules souches neurales, et vous avez ici l'activité luciférase, c'est-à-dire l'activité de votre promoteur, et si vous surexprimez des enzymes MESCP2, eh bien, vous allez avoir, comme vous voyez aussi, une répression de votre activité. Alors, il y a différentes façons de faire ça. Il y a des façons encore plus élégantes, je dirais. Je vais rechercher ma diapositive. Parce que, voilà. Il faut que je suive. Plus élégante. Donc, par exemple, vous avez ici des siRNA. Donc, un siRNA, c'est quelque chose qui, vous le savez, détruit les messagers dans la cellule. Donc, si vous exprimez un siRNA contrôle, eh bien, vous avez ce niveau d'activité dans votre cellule de rétrotransposon. Si vous mettez un siRNA scramble, c'est-à-dire le même que celui-là, mais dans un ordre qui ne correspond pas à la séquence du messager de MESCP2, il ne se passe rien. Mais si vous allez bousiller MESCP2 en entraînant la fin de la synthèse de MESCP2 à cause du siRNA qui bloque la traduction ou entraîne la dégradation, mais vous voyez que vous avez une augmentation de l'activité de votre gène. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre MESCP2, sa présence, et l'activité du gène. Donc vous pouvez aussi prendre des cellules dans lesquelles il y a eu qui viennent d'un animal, d'une souris, dans lequel on a délété MESCP2, on a fait un KO de MESCP2, vous le voyez ici, et vous voyez que vous avez une forte activité de votre gène rapporteur, mais si maintenant vous électroporez, vous induisez l'expression de MESCP2, eh bien, évidemment, vous avez maintenant une répression qui vous amène quasiment à niveau d'expression, qui est le niveau d'expression qu'on voit dans l'animal sauvage, c'est-à-dire qui n'a pas subi le chaos de MESCP2.
Et ça, c'est autre chose, c'est le chaos d'un autre gène qui a aussi à voir avec la structure de la chromatine, mais qui n'a rien à voir avec une méthylation de type MSCP2. Vous pouvez aussi regarder l'abondance des ORF, 1 et ORF 2, les open reading frames de vos deux transposons, dans des cellules qui sont KO MSCP2 ou qui sont rescued du KO, comme celle-là, ou qui, enfin bon, c'est toujours la même chose finalement. Et vous voyez que l'activité du promoteur, vous la voyez aussi au niveau de l'expression des open reading frames. Et donc ça, l'autre façon, alors ça vous montre, ça vous suggère que MSCP2 est dans le chemin, ça ne vous montre pas que MSCP2 se fixe directement sur le promoteur. Ça, c'est probablement plus significatif dans la mesure où vous liez MSCP2 à ce qu'on appelle une séquence VP16. VP16, c'est une séquence du virus de l'herpès, d'un facteur de transcription du virus de l'herpès, qui est une séquence activatrice. C'est-à-dire que si vous mettez n'importe quel morceau de truc qui se fixe à l'ADN avec un VP16, ça va transcrire. D'accord ? Mais il faut que ça se fixe. Donc là, si vous fusionnez MSCP2 à VP16, vous voyez que vous avez une augmentation de l'activité. Et ça, c'est déjà maintenant un signe beaucoup plus fort que vous avez une interaction directe entre MSCP2 et le promoteur. Sinon, ça aurait pu être indirect, ça aurait pu passer par un autre gène. Donc là, ça prouve que vous avez une interaction directe. Et évidemment, la meilleure façon, c'est de montrer que vous pouvez immunoprécipiter votre promoteur avec un anticorps anti-MSCP2. Et sauf erreur de ma part, c'est ce qui se passe ici. Et ce qui se passe ici est aussi plus intéressant encore parce qu'on peut effectivement très bien immunoprécipiter le promoteur avec MSCP2, mais plutôt dans des cellules indifférenciées que dans des cellules qui sont des cellules différenciées. C'est-à-dire que quand je différencie mes cellules souches en neurones, ici, MSCP2 se tire du promoteur. C'est-à-dire que j'active mon activité rétrotransposon. C'est exactement ce que je vous racontais les semaines dernières, mais, enfin exactement, c'est un petit peu différent parce que c'est vrai que je me répète, mais je ne parlais pas de cette enzyme qui est une enzyme quand même relativement importante. Et l'autre chose, bon, vous l'avez aussi avec les ORF, mais là, il y a un truc qui est particulièrement intéressant, c'est que je peux mettre une enzyme, qui est la 5-azacitidine, qui bloque les méthylations, et à ce moment-là, je peux voir que je ne précipite plus du tout, avec l'anticorps MSCP2, je ne précipite plus du tout mon promoteur. Donc, j'ai besoin de la méthylation, j'ai besoin de la fixation de MSCP2 sur les CPG méthylés, et ça régule, si vous voulez, l'expression de mon transgène. Donc, si je passe in vivo, maintenant, je peux comparer le cerveau des souris sauvages et des cerveaux des souris qui ont subi un KO de MSCP2. Je crois que je l'ai mis un quelque part ici, voilà, de ces souris-là. Et déjà, vous voyez au niveau de l'expression que vous avez une très forte expression dans les souris KO et une faible expression dans les souris sauvages. Donc ça, vous pouvez le suivre in vivo, c'est-à-dire regarder les niveaux d'expression de votre GFP, qui est un marqueur, le nombre de cellules vertes, quoi, en gros, qui est un marqueur de l'activité de transposition, et vous pouvez le comparer entre des souris qui sont des souris sauvages, comme ici, et des souris qui sont des souris KO. Vous voyez tout de suite, ce n'est pas la peine de vous faire un dessin. Évidemment, ils n'ont pas choisi la plus moche des photos, ils ne sont pas maso, mais il reste que, clairement, vous avez une régulation de la transposition L1 par MSCP2, qui est assez bien démontrée là, dans cette affaire. Donc qu'est-ce que je dis, oui. Donc c'est même ils ont choisi probablement la photo, mais c'est quand même très 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 fort parce que ils ont quand même quantifié le nombre de cellules vertes dans différentes régions du cerveau, et vous voyez qu'il y a des niveaux du cerveau où vous avez une très très forte expression de la rétrotransposition chez votre mutant.
Et ça, vous pouvez le mettre sous la forme d'une image. Voici un animal normal. Voici un animal dans lequel j'ai eu le chaos. Il y a toutes ces cellules vertes qui sont maintenant exprimées. Ça veut dire que cette mutation est une mutation qui est dramatique sur le plan de l'activité de rétrotransposition dans votre cellule. Il ne s'agit pas d'une modification de la prolifération cellulaire, parce qu'ils ont été regardés le nombre de figures de prolifération au niveau du neuroépithélium, c'est-à-dire là où les cellules prolifèrent au cours du développement, et il y a zéro modification chez le double transgénique parce que L1 et MSCP2-KO. Donc il faut faire une double transgénèse pour avoir un animal de ce genre. Dans le cas des doubles transgénèses de ce genre, il n'y a aucun changement dans la prolifération cellulaire. Donc, bon, évidemment, on en a déjà parlé, L1 est un rétrotransposon humain, c'est une transgénèse, donc on ne sait pas très bien où c'est, mais on peut, par des approches PCR, toujours selon le schéma dont je vous avais parlé, aller regarder ce qui se passe avec les rétrotransposons de la souris. C'est-à-dire maintenant, on ne va plus regarder le L1. Le L1, c'est joli parce que ça donne des couleurs, donc ça donne une idée de ce qui se passe. Mais ça reste, comme je vous l'ai dit, un système extraordinairement artificiel. Donc on peut aller faire une manip de ce type, c'est-à-dire prendre des cellules souches neurales sauvages, prendre des cellules souches neurales chez une souris qui a été invalidée pour le gène MSCP2, et puis on va chercher les cellules, puis on va faire le multiplex, c'est-à-dire qu'on va aller regarder les rétrotranspositions. Et vous voyez qu'en fait, quand on fait ça, il y a une différence. Vous voyez que la différence n'est pas énorme. C'est-à-dire que voilà ici le nombre de copies de RF2, c'est relatif, ça, c'est rapporté à un standard avec qui est le contenu en ADN. Eh bien, vous voyez que voilà chez le sauvage, et voilà chez le MSCP2. Alors, il y a beaucoup de zéros après le point, ça s'appelle des statistiques. Mais comme vous pouvez voir, ce n'est pas énorme. Mais petit, mais significatif, comme on dit dans les articles. La différence est petite, mais significative. Vous pouvez aussi faire ça par rapport à d'autres, regarder d'autres. Alors là, il y a un problème. Voilà, oui, je me savais bien qu'il y a un problème. Parce que là, ils ont pris un morceau d'ADN pour amplifier dans le 5' UTR, dans la séquence promotrice de votre transposon. Ce qu'ils voient, c'est que là, on ne voit plus de différence. D'accord ? Là, c'est RF2 et là, c'est RF2. Alors, ce qu'ils disent, et c'est vrai, c'est que quand ces choses-là sautent, le 5' UTR saute souvent. C'est-à-dire que le rétrotransposon qui est inséré est inactivé parce qu'il perd son 5' UTR. Donc, si vous comparez ORF2 ici à 5' UTR, vous allez avoir une augmentation du nombre de RF2, mais vous allez perdre la différence du 5' UTR. Donc, vous pouvez regarder aussi la RN5S dont on a parlé. Donc, vous voyez que tout ça n'est pas extrêmement violent, beaucoup moins violent que quand vous prenez un rétrotransposon humain et que vous le mettez dans une souris. Donc, toujours être prudent dans ce genre de questions. Donc, je vais terminer cette séance avec une maladie humaine qui s'appelle le syndrome de Rett. Je vous ai parlé du syndrome de Rett. C'est une maladie qui affecte les filles et dont les symptômes neurologiques apparaissent entre le 6e et le 8e mois de la vie postnatale. Et ceux qui sont intéressés peuvent le regarder chez Google. Maintenant, on n'a plus besoin vraiment de professeurs Google. Et on cherche syndrome de Rett et vous aurez tous les renseignements, même les plus dégoûtants. Je n'ai pas envie de vous parler de ça. C'est une maladie génétique qui est liée à une mutation du gène MSCP2. Et donc, c'était évident d'aller se dire, tiens, j'ai un modèle humain dans lequel j'ai une mutation de MSCP2, quid de la rétrotransposition ? Ça me paraît logique. Surtout qu'on publie plus facilement quand on a une maladie humaine. Donc, ce n'est pas le problème de Gage, parce qu'il publie assez facilement, je veux dire. Donc, évidemment, on n'a pas été prendre les cellules chez le malade. Et c'est là que je vous renvoie au cours de l'année dernière. Et c'est une illustration
de ce que j'avais parlé, de l'intérêt des cellules souches induites, les IPS, vous voyez ici que vous pouvez prendre un fibroblaste d'un malade, et puis vous pouvez lui introduire les 4 fameux gènes. Alors je ne me souviens plus par cœur, moi, KLF4, SOX2, CEMIC. Comment? Ben voilà, c'est formidable. Donc, et quand vous faites ça, vous allez dans une cellule sur 100 ou sur 1000, remonter la chaîne épigénétique, refaire une cellule souche, et à partir de cette cellule souche, mais alors vraiment souche, vous allez pouvoir redescendre vers des progéniteurs neuronaux en mettant les facteurs qu'il faut pour transformer votre cellule souche induite en progéniteur neural. Et donc vous allez avoir des progéniteurs neuraux qui viennent d'un fibroblaste qui lui-même était porteur de la mutation puisqu'on a pris ce fibroblaste en grattant la joue interne du malade. Donc ça, c'est un des avantages de ces techniques, c'est qu'elles permettent de travailler sur une cellule malade qui provient du malade, mais qui est un neurone du malade sans besoin d'aller lui piquer un neurone dans le cerveau. Alors évidemment, comme je vous le disais aussi l'année dernière, il y a plein de problèmes là-dedans, c'est-à-dire qu'une cellule seule dans un tube, ce n'est pas comme une cellule dans un environnement tissulaire ou dans une souris, et donc ce qu'on voit dans les cultures n'est pas forcément ce qui se passe dans l'animal. Mais toujours est-il que si on fait ça, on peut aller comparer les niveaux de rétrotransposition dans des cellules humaines provenant d'un malade humain qui a été touché par cette mutation. Et vous pouvez prendre ça chez différents types de tissus. Et voilà ici le résultat de cette expérience. Mais ce n'est pas la dernière diapo, d'ailleurs, je vais prendre, il y en a une deuxième, il y a encore une autre expérience, je ne vais pas là après, ça très vite. Excusez-moi, je bafouille tout le temps. De toute façon, vous êtes habitués maintenant. Donc là, voilà le résultat. Je prends mes cellules de fibroblastes, mes IPS de RET, j'en fais des neurones. Voilà, je fais des trucs. Et puis ensuite, je vais aller regarder ce qui se passe au niveau de l'expression des rétrotransposons. D'accord ? Et vous voyez tout de suite le résultat ici. Et ça, c'est en rentrant de nouveau mon EGFP, c'est celui-là que j'ai mis. Donc, pour suivre plus facilement. Donc après, je peux aller faxer les cellules qui ont récupéré ça, les purifier sur la base de l'équation de l'EGFP. Et ce que vous voyez ici, c'est que le nombre de cellules EGFP positives, là, dans les prix générés à partir des fibroblastes mutés, est supérieur à ce qu'on trouve dans un fibroblaste normal, d'un individu sain, ou d'un fibroblaste de RTT qui a été transfecté avec le gène exprimant MESCP2. D'accord ? Donc ça vous montre qu'effectivement, chez un malade qui a une mutation dans MESCP2, vous avez une augmentation du niveau de rétrotransposition. C'est vrai dans le cerveau. Vous pouvez aussi regarder, là c'est dans le cerveau, mais là c'est... comment est-ce qu'ils ont fait ça ? C'est pas vrai dans le tissu cérébral, c'est pas vrai dans le tissu cardiaque, donc c'est un truc qui est spécifique du tissu cardiaque, et on peut le suivre aussi avec les ORF, mais on le suit moins bien, c'est moins bien que quand on compte le nombre de cellules positives. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, oui, je crois que c'est relativement joli, c'est un travail qui semble démontrer que... alors, ça montre quoi? Ça montre que quand vous avez ce gène muté, vous avez plus de rétrotransposition. Mais de nouveau, il faut faire hyper gaffe. Ça ne vous démontre pas qu'il y a un lien entre le syndrome de Rett et la rétrotransposition. Parce qu'on ne va pas prendre un malade, bloquer la rétrotransposition et puis montrer qu'il n'est plus malade même s'il a encore le gène muté. Donc, quand vous modifiez vos méthyles sur un grand nombre de séquences, vous les modifiez évidemment sur les cellules qui sont atteintes, sur les promoteurs de vos rétrotransposons, mais vous modifiez aussi vos méthylations sur plein d'autres promoteurs, donc vous modifiez la structure de votre chromatine. Et évidemment, il est probable que tout ça n'est pas bon, indépendamment du fait que vous rétrotransposez plus quand vous êtes moins méthylé. Donc avant de terminer cette séance,
je vais revenir sur une question qui est une question, dernière question, c'est le dernier article, c'est cet article-là, c'est l'article, mais je ne vous montre pas cet article de toute façon. Je vous donner sa référence, c'est l'article de Kuwabara et al., qui est sorti en 2009 dans Nature Neuroscience. Si vous voulez la référence, je vous la donnerai, qui est toujours du même groupe de Rusty, Gage, et qui explique pourquoi, ou comment, ou pourquoi, la rétrotransposition est induite au moment où les cellules souches neurales se différencient. Parce que ça qui est quand même rigolo, c'est-à-dire que vous avez ces cellules souches neurales qui sont là, vous allez amplifier dans le compartiment d'amplification, et au moment où vous allez faire des neurones, à ce moment-là, vous allez avoir un burst de rétrotransposition. Et je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que je vous ai promis de répondre à une question qui m'a été posée plusieurs fois par plusieurs d'entre vous, donc je vais garder 5 ou 10 minutes vers la fin, sauf si on déborde un peu, vous n'êtes pas obligé de rester. Mais je vais donc me référer essentiellement à un commentaire qui a été fait dans Nature Neuroscience, c'est un commentaire qui a été fait par Pierre van der Hagen. Et avant de faire ça, il faut que je vous rappelle en quelques minutes, quelques secondes, la boîte de transduction du gène Wnt. Vous savez que le gène Wnt, on en a beaucoup parlé cette année, on en a beaucoup parlé l'année dernière, on en a beaucoup parlé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans, donc on parle des gènes Wnt tout le temps chez moi. C'est un morphogène très sympathique qui se fixe sur 2 récepteurs, un qui s'appelle Frisold et un qui s'appelle LRP. Pour ce qui est de la voie canonique de transduction du signal Wnt, c'est-à-dire on ne parle pas de calcium, on ne parle pas de nucléotide cyclique, d'accord ? Donc normalement dans votre cellule, vous avez la bêta-caténine qui est fixée à des protéines de scaffolding, à axine par exemple, et surtout vous avez une kinase qui s'appelle GSK3 qui phosphoryle la bêta-caténine, et quand cette bêta-caténine est phosphorylée, elle est envoyée à la benne, dans ce qu'on appelle le protéosome, qui dégrade les protéines. Donc dans une cellule qui n'est pas soumise à une signalisation Wnt, vous avez une dégradation permanente de la bêta-caténine, qui donc ne peut pas aller dans le noyau et participer à la formation d'un complexe de transcription qui associe le facteur LF1 ou TCF, c'est le même nom. Donc T-cell factor. Mais si maintenant vous faites un facteur, vous ajoutez Wnt, donc ce morphogène, c'est une morphogène, il y a toute une famille de Wnt. Rappelez-vous, chez l'hydre et chez les planaires, il y en a autant que il y en a pas mal, autant que chez l'homme. Chez les planaires, je crois qu'il y a autant de Wnt que chez l'homme, si je me souviens bien. Donc, quand vous faites ça, vous formez un complexe, et ce complexe recrute l'axine et GSK3 au niveau du domaine cytoplasmique de votre récepteur, et du coup, votre bêta-caténine n'est plus phosphorylée, elle va dans le noyau, et à ce moment-là, elle s'associe à TCF, et elle entraîne la synthèse de ces gènes cibles. D'accord ? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça, très exactement, c'est que, en fait, dans vos cellules souches, vous avez à la fois vous n'avez pas de bêta-caténine, on est dans le noyau là. La bêta-caténine n'est pas nucléaire, parce qu'en fait vous n'êtes pas soumis à l'action d'un Wnt, et vous avez des éléments promoteurs qui contiennent SOX2. SOX2, c'est le gène des cellules souches neurales, rappelez-vous, avec HDAC1, rappelez-vous, on a immunoprécipité SOX2 et HDAC1 immunoprécipitent le promoteur du rétrotransposon, vous l'avez ici, anti-HDAC1, anti-SOX2. Dans les cellules souches, vous précipitez ce promoteur, mais vous avez exactement le même signal de régulation de l'expression dans le promoteur d'un gène qui s'appelle NeuroD1. Alors, NeuroD, comme la neurogénine, comme les neurogénines, sont des gènes qui sont exprimés au moment où j'induis la différenciation de mes cellules souches neurales en neurones. C'est pour ça qu'ils s'appellent NeuroD ou neurogénine, c'est simple. Ce sont des facteurs de transcription de la famille des ellipses basiques loop helix, BHLH. Et ce qui est amusant ici, vous voyez, c'est que c'est le même complexe qui réprime NeuroD et qui réprime L1. Donc je suis dans une cellule souche, donc je ne fais pas de neurones, donc je n'exprime pas NeuroD, sinon je vais commencer à faire des neurones, mais en même temps, je réprime l'expression de mes différents rétrotransposons. Là, ils en ont mis 5, je ne sais pas pourquoi, on s'en fiche. Et puis, au cours de la neurogénèse, les astrocytes qui sont dans le coin synthétisent Wnt, en l'occurrence ici Wnt3A,
qui va aller empêcher la dégradation de la bêta-caténine. Rappelez-vous, vous n'êtes plus dégradé. La bêta-caténine va maintenant pouvoir passer dans le noyau et interagir avec TCF ou les fins. Et à ce moment-là, vous allez entraîner la transcription de neuro-D. Et du coup, vous allez vous mettre à faire des neurones. Vous arrivez ici à ce stade neuroblaste. Mais comme ce sont les mêmes éléments de régulation que vous avez entre le rétrotransposon et neuro-D, en même temps que vous faites des neurones, vous activez votre rétrotransposition. Et ça vous explique de comprendre comment cette compétition entre SOX2 en fait, et la bêta-caténine TCF, qui est active à la fois au niveau des promoteurs du rétrotransposon et des promoteurs qui induisent la différenciation neurale, couple l'activité du rétrotransposon à la formation des neuroblastes. Et c'est pour ça que les deux choses étant liées, chaque fois que vous faites de nouveaux neurones, eh bien, vous envoyez des exocètes dans votre ADN de neurones. Et évidemment, ça leur fait du bien, mais ça leur fait aussi du mal. Et après, vous allez évidemment sélectionner les cellules qui vous sont... on va sélectionner des cellules. Sur quelle base? C'est un tout petit peu compliqué. Voilà. Donc, j'en ai fini pour le cours de cette année. Je constate qu'une fois de plus, si vous voulez rester 10 minutes de plus, vous avez le droit. Si vous voulez partir, vous pouvez partir, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, non seulement il y a Google, mais il y a les films, donc on est tranquille. Donc, bon, une fois de plus, évidemment, je n'ai pas traité le programme. J'ai oublié la régénération axonale. Je n'ai pas parlé des périodes critiques. Je n'ai pas parlé de l'immunité innée dans la plasticité cérébrale. Bon, j'ai quand même parlé un peu de l'immunité innée. J'ai passé beaucoup de temps sur les macrophages. Bon, ça, ce n'était pas prévu. Je les ai traités d'un point de vue qui n'était pas lié à l'inflammation cérébrale, en tout cas pas uniquement lié à l'inflammation cérébrale, qui suit une lésion neurologique, une lésion mécanique ou une lésion vasculaire. J'en ai parlé aussi sous l'angle de la participation à la physiologie cérébrale. Et dans cette physiologie, j'ai voulu introduire cette année, bien que j'avais juré de ne jamais parler des cellules souches, vous voyez, comme on peut me croire, j'ai parlé évidemment de cette physiologie, j'ai introduit le renouvellement cellulaire pour aboutir à cette réflexion en fait sur la raison pour laquelle la très grande majorité de ces cellules souches qui sont générées chez l'adulte meurent au cours de la vie adulte et donc donnent lieu à une sélection que, comme je disais pour démarrer ce cours, et par facilité, j'ai appelée sélection darwinienne. Donc je reprendrai ça l'année prochaine, c'est promis. Bon, évidemment, comme je ne tiens jamais parole quant au contenu du cours, hein, pour le reste, je suis totalement fiable. J'espère traiter l'année prochaine le rôle du développement, où la question serait plutôt est-ce que le développement du système nerveux peut nous donner une compréhension ou des pistes vers une compréhension des maladies neurologiques et psychiatriques. En gros, ça sera ça le thème en général du cours. Hein. Mais il se trouve que quand je commence à préparer mon cours, je dis des choses qui m'intéressent, à moindre des choses, et puis évidemment, je me laisse distraire par les lectures et puis aussi par les préoccupations, évidemment, qui sont celles du laboratoire. Il faut comprendre que je fais ce cours aussi pour me donner la possibilité de réfléchir à ce qui se fait dans mon laboratoire, enfin dans le laboratoire. Et c'est pour ça que je vais terminer en répondant à une question qui m'a été posée déjà 2 fois par certains d'entre vous. Et de nouveau, vous pouvez partir si vous estimez que vous avez déjà fait vos heures. Donc je ne voulais pas répondre à cette question. La question, c'était pourquoi vous ne faites pas comme Monsieur X, je ne vais pas dire son nom, et pourquoi vous vous abstenez toujours de parler de ce qui se fait dans votre laboratoire. Donc je ne voulais pas répondre à la question. M'est revenu de faire 2 fois, et une 3e fois sur une forme qui m'a un peu énervé, et qui était pourquoi vous ne montrez pas à votre laboratoire, je ne suis pas libre pour les fêtes de la science.
Alors, je vais vous expliquer pourquoi, d'accord? Et puis après, on n'en parlera plus du tout, hein, c'est promis. Donc, bon, parce que ça demande à comprendre ce que c'est qu'un laboratoire et ce que c'est que plus largement que la science, en tout cas en ce qui nous concerne. Tous les laboratoires sont, vous comprenez bien, différents. Hein, et ces différences sont en rapport plus ou moins immédiat avec la personnalité de celui qui incarne le laboratoire, même s'il y a là quelque chose que je trouve relativement abusif. Parce qu'un laboratoire, c'est un endroit où il y a des chercheurs, au sens large, hein, techniciens, ingénieurs, tout ce que vous voulez, où il y a toutes les variantes relationnelles possibles qu'on peut trouver dans une communauté où il y a des gens, y compris d'ailleurs affectives, et pas forcément régulées par les grilles hiérarchiques. Donc, un laboratoire, ce n'est pas une petite entreprise, contrairement à ce que certains pensent. En tout cas, ça ne devrait pas l'être. Et un laboratoire est un atelier pour moi. C'est un atelier, si vous voulez, au sens où les peintres ou les ébénistes peuvent donner à ce terme. Hein. En particulier, du temps où il y avait des écoles, où les élèves ou les apprentis venaient pour apprendre, et pas pour copier le maître, mais pour développer leur propre personnalité au sein de ces ateliers. Alors, je pourrais dire parfois ce qu'on y fait dans notre truc. Je dirais plutôt ce qu'on y fabrique, si ça ne vous dérange pas, parce que j'aime pas beaucoup le mot faire. Il est très polysémique, et un de ses sens n'est pas des plus plaisants. Donc, je pourrais découper des morceaux de nos activités et donner, pour ainsi dire, et comme on le dit souvent, un séminaire, de la même façon que je le fais quand je me déplace à un congrès pour apprendre des autres, enfin, soi-disant, en réalité à des fins évidemment politiques et de marketing, le plus souvent. Hein. J'apprends beaucoup plus des autres en lisant un article, et si leur article m'intéresse, en leur passant un coup de fil, en leur envoyant un email et en commençant une discussion avec eux. C'est en général ce que je fais quand j'ai un article qui me paraît particulièrement intéressant. Donc, je ne suis pas un adepte de la science spectacle ou de la science business, qui est devenue plus ou moins la même chose. Vous savez, entre deux avions, là, m'as-tu vu, m'as-tu lu? Je parcours le monde, je reviens au laboratoire en coup de vent, je renouvelle mon diaporama pour repartir. En gros, voilà, c'est l'activité assez lourde d'un directeur de laboratoire. C'est très utile, hein, mais personnellement, ce n'est pas un truc qui m'intéresse. Donc, je ne suis donc pas un acharné des fêtes de la science, parce que c'est une journée qui désorganise les laboratoires. Les chercheurs ont déjà beaucoup de travail, ça prend sur leur temps. Et en fait, c'est un peu comme la fête de la musique, c'est-à-dire ça a une fonction exutoire de carnaval dans les sociétés puritaines, c'est-à-dire qu'on fait un jour la fête, et le reste du temps, on fait carême. Et dans la recherche publique, je resserre tous les jours d'un cran mon ceinturon. Vous n'avez qu'à lire les journaux. Cette année, ce sera 14% sur les ANR en moins, et puis aussi sur les budgets de la recherche publique. Donc, la fête de la science, dans ces conditions, je pense que c'est franchement du pipeau. Donc, vous dire ce que je fabrique dans le laboratoire, ce que je fabrique dans mon laboratoire, ça serait en fait une solution de facilité, surtout les jours où je suis en panne. Quand la leçon n'a pas sédimenté, ce n'est pas mis en place, le dimanche soir ou le lundi matin, voire le lundi après-midi quand vraiment j'ai été pressé, c'est pratiquement toujours le cas, il faut le savoir. C'est rare les lundis où je me dis ce coup-ci je la tiens, et même quand je le crois, c'est souvent illusoire. Vous avez remarqué, j'hésite tout le temps. Je reviens de travers, je reviens en arrière, je me trompe, je me reprends, je me raccroche au texte. Donc des fois, vous vous demandez si j'ai assimilé ce que je raconte. À vrai dire, je ne l'ai pas toujours assimilé, il faut le reconnaître. Et vous voyez les coutures, et je suis souvent à la limite de ce que je comprends. Et je n'ai pas l'intention de bluffer là-dessus, du tout. Hein. Donc, parce que c'est ça qui est intéressant, justement. Hein, et vous allez voir que vous êtes plus près du laboratoire que vous ne le pensez en venant ici, que si vous alliez regarder les bains-maries dans le bâtiment C. Parce que ce qui est intéressant ici, c'est que je vous montre, j'essaye de vous montrer en tout cas, comment ça travaille dans les cuisines. D'accord ? Je ne vais pas vous éblouir avec des lièvres à la royale, je sais pas, sur la table de la fête de la science. Ce que je vous montre, c'est effectivement la science en train de se faire, comme on le dit, c'est quelle expression, qui n'est pas le dernier mot de la science. Il faut que vous compreniez ça, qu'il n'y a pas de dernier mot de la science. Et surtout, ce dernier mot ne subsume pas tout ce qui s'est passé avant. Hein, sauf si on est un positiviste naïf qui croit que nos connaissances dernières effacent tout ce qui a été fait avant et que le progrès est d'acharnement linéaire.
Je m'efforce avec plus ou moins de succès, vous l'aurez remarqué, de placer les questions dans un contexte historique, toujours, hein, de montrer d'où elles viennent, de ressusciter nos ancêtres, de montrer comment les problèmes traversent le temps en se modifiant, et de donner un peu de substance à cette conversation entre amis à travers le temps et l'espace, qui est le contraire de cette guerre de tous contre tous que le business scientifique est en train de devenir. Mais là, c'est un autre sujet de colère pour un scientifique. Parce qu'aujourd'hui, avec ce système qu'on a, c'est vraiment, la science est devenue la guerre de tous contre tous, il faut le savoir. C'est en train de devenir de plus en plus. Donc, en vous ouvrant la cuisine à travers le cours, je parle exactement comme je le fais au laboratoire, en cours de réunion, en particulier quand j'avertis mes collègues d'être attention, je vais réfléchir à voix haute. Alors, ce qu'ils traduisent par il va dire des conneries, mais comme ils sont gentils, ils écoutent quand même, par politesse, par amitié, oui, parfois, oui. Et puis, des fois, ils se disent que peut-être on ne sait jamais, quoi. Bon. Donc, c'est vraiment l'image de l'atelier, si vous voulez, où ce qui se fabrique est, avant même la science, ce que vous voulez que je vous montre, hein, comme Monsieur X, un langage que je vous donne à entendre. Hein. Ce que j'aimerais que vous entendiez quand vous venez ici, c'est ce langage de la science, la musique de la science. Parce que si vous ne comprenez pas, il faut au moins que vous entendiez la musique. Hein. Et je sais que cela peut vous sembler étrange, mais moi, c'est ma conviction profonde qu'un scientifique qui a une ambition, justifiée ou non, ça c'est autre chose, c'est un autre problème, de produire une science qui lui est propre, qui est la sienne, au sens où elle ne serait pas produite par le voisin de palier, qu'il soit ici ou à New York, ou à un moment plus ou moins court par une autre personne, vraiment une science qui lui soit propre, se doit de développer son propre langage. C'est-à-dire un langage, parce que la science, ça engage aussi un sujet, ça engage une personne. Sinon, ce n'est pas la peine. Hein. Et c'est pas la science, ce n'est pas une description simple et objective des faits. Vous l'avez vu tout le temps. À chaque fois, je vous montre que c'est ni simple ni objectif, ces affaires. À l'aide d'outils de plus en plus puissants, de microscopes de plus en plus gros, et d'images de plus en plus belles. Donc, développer un langage, c'est développer un langage comme le fait un peintre, hein, ou comme le fait un écrivain, et c'est un dur travail, vraiment. Et si la problématique art-science qu'on voit partout aujourd'hui dans les journaux a un sens, c'est de ce côté-là qu'il faut aller le chercher, c'est-à-dire du côté de l'imagination, pas chez Arthus Bertrand, les Arthus Bertrand du vivant. Hein, ce qui n'empêche pas les belles images, bien entendu. Et ceux qui sont présents ici, hein, bien sûr, peuvent apprendre, se présentent dans le laboratoire, je veux dire, peuvent apprendre, sont des compagnons d'une certaine façon, pour un temps, comme des compagnons je dirais, dans les ateliers. Et bien sûr, ils sont influencés par le patron. Mais c'est un patron qu'ils ont choisi, hein, et quand ils ont du talent, eh bien, ils apprennent aussi à développer leur propre langage. Et c'est ça qui est important. Je voudrais dire que pour un directeur de laboratoire, c'est un vrai plaisir quand le babillage, hein, le bubbling des oiseaux, hein, des jeunes du laboratoire, se transforme sous vos yeux en langage, et un langage qui leur est propre, bien entendu. Et là, je sais qu'à ce moment-là, on a fait du bon boulot. Hein. On a respecté les cervelles, on leur a donné les moyens de se développer. Ça rate aussi parfois, et c'est du gâchis, et c'est de la faute de personne, ou c'est de la faute de tout le monde. Alors, je sais que c'est difficile à comprendre ça, dans un système qui privilégie la performance, d'une science qui se montre et d'une science spectacle. Mais c'est comme ça que, personnellement, je conçois mon rôle, et pour mon style personnel aussi, mais aussi pour ceux des gens qui ont choisi de travailler avec moi. Hein. Je ne les ai pas forcés, ils sont venus. Hein. Ils ont peut-être eu tort, mais bon, c'est comme ça. Donc, j'essaye de ne jamais brusquer dans le laboratoire, par exemple. Hein. C'est-à-dire que si j'ai une idée et je vois qu'elle ne plaît pas, j'attends. J'attends surtout qu'ils me la piquent et qu'ils disent c'est la mienne. Moi, je sais bien que ce n'est pas vrai, c'est moi qui leur ai dit, mais ils ne s'en souviennent plus. Donc, ils la dérobent, quoi. C'est comme la mère qui voit sa fille lui piquer son rouge à lèvres, elle ne dit rien, je veux dire, et ça fait plaisir, quoi. Donc vous aurez compris, je pense qu'il n'y a rien à voir dans un laboratoire. Il n'y a rien à voir, ou très très peu, d'accord. Il y a à expliquer, sans doute, mais c'est un sport très délicat d'expliquer, et l'argument d'autorité ne sert à rien pour expliquer. Il faut le savoir aussi. En ce qui me concerne, je suis extrêmement content quand il me semble qu'à défaut d'avoir tout compris, hein, moi non plus je n'ai pas tout compris, bien entendu, personne ne peut tout comprendre, j'ai compris que nous avons entendu la musique du truc. Hein. Alors, je ne pense pas que vous soyez perdant, malgré les requêtes qui me sont faites de montrer ce qu'on fait.
Parce que l'exercice auquel je me livre devant vous, d'octobre à décembre, depuis 4 ans maintenant, représente exactement l'essence de ce qui se passe vraiment dans un laboratoire. Je ne dis pas mon laboratoire, parce que c'est une question de tact ou de pudeur, je ne sais pas. Quand je recherche les thèmes et les articles qui parlent de ce qui m'intéresse, bien entendu, ils peuvent intéresser ceux qui sont embarqués avec moi dans le laboratoire et qui viennent parfois m'écouter. C'est pas obligatoire, qu'on le sache, il y a des laboratoires où c'est obligatoire, c'est pas obligatoire. Mais ils viennent soit par gentillesse, ou soit parce qu'ils pensent qu'ils ont peut-être quelque chose à apprendre, j'en sais rien, c'est leur problème, ils viennent pas, ça les regarde. Et quand je fais ça, je vous mets tous, autant que vous êtes, au cœur de ce qui se passe dans mon laboratoire. Pas tout à fait au cœur, parce que si je mettais vraiment au cœur, ce serait impudique, donc je ne peux pas le faire. Mais je ne pense pas que vous auriez à gagner. Alors des fois, je parle de choses qui se passent dans le laboratoire, mais je ne vous le dis pas. Comme ça, vous ne savez pas que ça se passe dans le laboratoire. Mais ceux qui savent ce qui se passe dans le laboratoire, ils savent que je dis par exemple, le plexus choroïde est près de l'hippocampe. Bon, ce n'est pas un langage codé, attention, on va voir le débarquement des alliés, etc. Mais quand je dis le plexus choroïde est près de l'hippocampe, je connais 3 personnes dans la salle qui savent exactement ce que je veux dire. Et puis les autres, ils trouvent ça joli. Voilà, peut-être. Voilà. Bonne année.